qu'on a constaté en 2024, c'est que la consommation reprenait des couleurs. Les dépenses sont en augmentation de 3,3%, avec une inflation à 1,3%. Donc on peut parler en fait de consommation corrigée de 2% en 2024. Pour autant, cette croissance, ces 2%, ils sont pas du tout homogènes. La progression en fait en e-commerce est nettement supérieure à celle dans le monde physique. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans cette émission spéciale commerce et consommation entre résilience et transformation. Nous allons nous plonger dans les grandes tendances de consommation en France et leur impact sur le commerce dans un contexte économique incertain entre inflation en baisse, arbitrage budgétaire et nouvelles attentes des consommateurs. Comment les enseignes s'adaptent-elles ? Quelles sont les stratégies gagnantes pour 2025 ? C'est ce que nous allons explorer avec 2 experts incontournables. J'ai en effet le plaisir de recevoir Myriam Dassa, directrice du baromètre Digital and Payments du groupe BPCE. Cette 4e édition de l'étude, réalisée à partir des transactions anonymisées de plus de 20 millions de cartes bancaires, nous offre une vision très large et détaillée des comportements de consommation des Français en 2024. Cette nouvelle édition du baromètre met en lumière une reprise des dépenses, mais avec des dynamiques très contrastées selon les générations et les secteurs. Myriam, qui va partager le micro avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, qui représente les grandes enseignes de mode, de chaussures et les grands magasins. Son baromètre basé sur les données des commerçants nous plonge au cœur de la réalité du commerce physique et des défis du secteur de l'habillement, un secteur qui fait face à des mutations profondes entre pression des pure players comme Shein et Temu, évolution des comportements d'achat et transition vers une mode plus responsable. Nous allons structurer notre échange en commençant par l'état des lieux des tendances de la consommation en 2024. Myriam nous dévoilera les grands enseignements du baromètre BPCE, puis Johan nous apportera son regard sur le commerce de mode. Nous verrons ensemble comment ces tendances se recoupent et s'opposent. Ensuite, nous poursuivrons par l'impact des JO 2024 sur le commerce, un effet positif pour certains secteurs, mais plus contrasté pour le commerce de mode. Enfin, nous aborderons les sujets des stratégies gagnants et des perspectives pour 2025. Quelle réponse des enseignes face à ces mutations ? Comment allier digitalisation, adaptation, nouvelles attentes des consommateurs et compétitivité ? Mais pour commencer, Myriam, c'est vers toi que je me retourne. Peux-tu te présenter et présenter le baromètre Digital and Payments de BPCE ? Bonjour Cyril, bonjour Johan.
Je suis Myriam Dassa, je dirige le baromètre Digital and Payments de BPCE. Nous analysons 20 millions de cartes de manière totalement anonymisée partout en France sur 50 secteurs. C'est un panel exclusif de consommateurs, une carte sur 5 en France. Partie du constat qu'en fait le groupe BPCE possède un parc, je ne sais pas si on peut parler de parc, de 20 millions de cartes. Tout à fait. Donc c'est un énorme asset pour vous. Et l'idée, ça a été d'utiliser finalement toutes les données qui sont issues de ces transactions-là pour pouvoir en tirer des leçons. Exactement, des leçons à la fois sectorielles, comme tu l'indiquais, mais aussi des tendances, des comportements différents selon la génération, la tranche d'âge, ou enfin entre le physique et le digital. Comment le groupe BPCE en est arrivé finalement, puisque c'est la 4e édition, donc ça fait 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, une fois par an que vous présentez ça. Quelle a été finalement la motivation du groupe à utiliser cette donnée et à partager à l'ensemble du marché les résultats de cette étude? Nous, chez BPCE, on est convaincus que la donnée est un levier de création de valeur. Donc la donnée, on sait la travailler de manière conforme en fait à toutes les règles en place évidemment pour protéger l'anonymisation du consommateur. Et c'est notamment le cas à travers un portail d'Open Data. Tu vois, nous avons un portail avec plus de 190 jeux de données en fait qui sont publiés avec tout l'écosystème et le baromètre en fait partie d'ailleurs. Ce qui est important de préciser, c'est justement la nature des données sur lesquelles finalement vous vous appuyez pour créer ce baromètre. C'est l'ensemble des transactions des cartes réalisées avec les TPE, mais c'est aussi les transactions sur mobile. Tout à fait. Effectivement, puisqu'on enrôle sa carte dans son mobile. Pour pouvoir faire des transactions. Exactement. Est-ce qu'il y a, et je crois savoir que c'est quoi, 15% maintenant à peu près des transactions qui se sont faites. Une transaction sur 6 aujourd'hui et en fait une transaction avec son téléphone, son smartphone. C'est important. Est-ce qu'il y a malgré tout des biais, des parties de la consommation qui sont invisibles, que vous ne pouvez pas voir, ou alors vous considérez que finalement ces données reflètent une forme d'exhaustivité des transactions ? La carte, c'est le moyen de paiement préféré des Français. Donc c'est vraiment le moyen de paiement qu'il faut analyser pour prendre le pouls de la consommation au quotidien. Dans ce baromètre, jusqu'à présent, nous ne voyons pas les loyers ou souvent les factures d'électricité. Voilà, ce type de dépenses en fait passe à côté de nos radars aujourd'hui. Mais sinon, dans la conso du quotidien, effectivement. Il n'y a pas de biais puisqu'on a une vraie représentativité générationnelle, territoriale aussi. Et ça, on l'a bien comparé, analysé par rapport à la population au sens INSEE du terme. Oui, c'est important de souligner que même si ce n'est pas exhaustif, c'est tellement révélateur quand même des tendances générales de consommation qu'il y a une énorme légitimité à venir présenter ces résultats. Merci Myriam pour cette présentation rapide du baromètre. On va évidemment revenir, comme je le disais en introduction, en détail sur ces résultats, mais avant ça, je donne la parole à Johan. Est-ce que tu peux te présenter l'Alliance du commerce et finalement les résultats de votre baromètre, votre étude? C'est quoi le mot à utiliser? C'est un panel, je vais y revenir. Panel. Bonjour Cyril, bonjour Myriam. Très heureux d'être avec vous. Donc, je suis Johan Petiot, je m'occupe de l'Alliance du commerce, qui est la principale organisation professionnelle dans le secteur de la mode en France. On réunit à la fois les grands magasins et magasins populaires, donc tous les grands noms du commerce parisien et même de leur réseau partout en France. Et puis, on réunit également les enseignes de l'habillement et de la chaussure qui vont de l'entrée de gamme jusqu'au premium, françaises, internationales, implantées en France. Pour donner une idée en fait de la taille que ça représente, je ne sais pas quels sont les paramètres, les KPI à utiliser, mais c'est quoi le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires, le nombre de boutiques? On représente aujourd'hui, on va dire, un peu plus de 16 000 magasins et 150 000 emplois. Il faut savoir que la mode, c'est le premier employeur du commerce spécialisé, derrière bien sûr l'alimentaire, qui représente le plus grand nombre de magasins et le plus grand nombre d'emplois. Donc c'est un secteur qui, malgré les dernières années où il a beaucoup souffert, on y reviendra certainement, qui reste quand même extrêmement dynamique et extrêmement présent dans les territoires. 16 000
points de vente, c'est ça, hein, pas enseigne, 16 000 points de vente. 16 000 points de vente. 16 000 points de vente, avec beaucoup, tu le disais, des grands noms, des grandes enseignes, mais aussi une myriade de petits indépendants où ils sont comptés. Nous, on représente essentiellement les réseaux. C'est-à-dire que pour adhérer à l'Alliance, il faut être un réseau. On commence à être un réseau à partir de 5 magasins. D'accord. Mais globalement, quand même, on représente plutôt, on va dire, de la grosse PME jusqu'à l'ETI. Il y a énormément d'ETI dans le commerce et jusqu'à la grande entreprise. 150 000 emplois à peu près, c'est ça? Exactement. L'emploi, on y reviendra parce que je crois que c'est quand même un sujet touchy. Il y a des diminutions Bien sûr, on a perdu beaucoup d'emplois ces 10 dernières années. C'est un secteur qui souffre, on est obligé de le reconnaître, qui y reviendra. Alors, on entame, nous, cette année, sur un message un peu plus optimiste. On dit qu'on relève la tête. C'était pour ça que... On va dire, on a souffert, et on espère que, en effet, là, on va y revenir. On est plutôt sur une stabilité en 2024, et on espère maintenant aller chercher de la croissance sur 2025. Mais c'est vrai qu'on a connu des années, quand même, et ces dernières années, quand même, extrêmement difficiles pour le secteur. Le panel, comment il fonctionne, comment il marche, comment la donnée est collectée, est-ce que tu peux nous le présenter? Alors le panel, c'est pas nous qui le faisons directement, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Retailint, qui est spécialisé dans le panel, qui est sur notre secteur mode, mais il est aussi présent sur la bijouterie, sur la parfumerie, sur l'électroménager ou même le multimédia. Et en fait, ce sont les enseignes, ils relèvent les données de caisse des enseignes chaque jour, les données de vente de la veille. Et donc c'est pas déclaratif? Non, c'est pas du tout déclaratif, donc c'est là où c'est beaucoup plus scientifique que certains autres panels. Ils se branchent directement sur les outils de chaque enseigne qui font remonter leurs chiffres en J+1 par rapport à la journée passée. Donc chaque jour, l'ensemble des adhérents, je ne sais pas si on parle l'ensemble des adhérents au panel font remonter leurs chiffres à Retailint, et donc chaque jour en J+1, vous avez la consommation sur le marché, enfin l'état des ventes qui ont eu lieu sur ce marché en J-1, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, et ça à la maille de la zone de chalandise, c'est-à-dire vous pouvez avoir l'évolution bien sûr au niveau national, mais aussi de votre propre zone de chalandise, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en trafic. Ce panel, finalement, il vous permet, à l'Alliance du commerce, de porter des messages auprès de vos adhérents ou des membres des 16 000 points de vente que vous représentez. Comment vous l'utilisez ? Alors, il permet deux choses. Il permet déjà aux enseignes qui contribuent à ce panel de pouvoir suivre leurs propres performances et de manager leurs performances au niveau national et local au niveau du magasin. C'est extrêmement utile et on a des très très bons retours de tous les dirigeants sur ça. Et nous, en effet, en tant qu'organisation, ça nous permet de mieux comprendre le marché, ses évolutions, ses défis, et en effet de porter une voix plus forte auprès des pouvoirs publics et de toutes les parties prenantes avec qui on interagit. En 2 mots, la mission de l'Alliance du commerce ? Elle est simple, en 2 mots, c'est représenter, défendre et accompagner dans leur transformation tous nos commerçants. Et ça existe depuis ? Alors l'Alliance en elle-même existe depuis 2015, mais c'est la réunion de 3 fédérations qui, elles, existent depuis que le commerce est né. Ouais, depuis que les grands magasins sont nés, ils ont choisi de se rassembler dans une fédération qui est l'UCV, Union du Grand Commerce de Centre-Ville. Après, au moment où les enseignes se sont développées sur le marché, elles ont créé leur propre fédération, la Fédération des enseignes habillement, à côté la Fédération des enseignes de la chaussure. Et en 2015, elles ont décidé de se rassembler, de mettre en commun et leurs moyens et leur équipe pour être plus fortes dans tous les débats et qui nous occupent aujourd'hui. Merci Johan, merci pour cette présentation. Je pense que vous l'aurez compris, chers auditeurs, on va avoir 2 intervenants très complémentaires. Je vais repasser la parole à Myriam pour que finalement tu dévoiles un peu plus les tendances du baromètre BPCE, que tu nous partages les enseignements qu'il y a à en tirer. Alors nous, ce qu'on a constaté en 2024, c'est que la consommation reprenait des couleurs. Les dépenses sont en augmentation de 3,3%, avec une inflation à 1,3%. Donc on peut parler en fait de consommation corrigée de 2% en ouais. Pour autant, cette corriger de l'inflation. Voilà, corriger de l'inflation. Merci. Pour autant, cette croissance, ces 2%, ils ne sont pas du tout homogènes. La progression en fait, en e-commerce
est nettement supérieure à celle dans le monde physique. Donc si on compare ces 3,3, en fait, cette croissance non corrigée, on a 7,4 en e-commerce et 1,7% de croissance seulement en magasin en 2024. On avait analysé l'effet inverse en 2023. On avait vu en fait on avait constaté un vrai retour en magasin. C'est pas le cas en 2024. Disons que finalement, avec malgré tout une croissance après 2023 qui était plutôt soutenue pour le commerce physique, avoir 1,7%, c'est maintenir finalement l'acquis de 2023, là où le e-commerce accroît sa croissance. Tout à fait. Et à 1,7, on a toujours des dépenses qui augmentent plus vite que les prix, que l'inflation à 1,3. Ouais, c'est ça. Quels sont les secteurs, tu parlais de secteurs, de génération aussi. Moi, ça m'intéresse que tu nous... sur la dimension générationnelle, comment vous l'interprétez ? Alors, déjà, ce que nous constatons, en fait, c'est que les seniors sont les vrais boosters de la consommation en 2024. Et ça s'explique comment ? Est-ce que c'est finalement un pouvoir d'achat supérieur de la part de cette génération-là et ou des changements dans les habitudes de consommation ? Finalement, parce que je crois que c'est ce que tu vas nous dire, j'ai un petit peu lu ton étude, que les jeunes générations ont finalement une forme d'influence dans les habitudes de consommation auprès des générations plus âgées. Oui, tout à fait. On va le voir, on le voit sur différents secteurs. En fait, ils ont vraiment un rôle d'influenceur au sens où ils éduquent quelque part en fait à la fois les enseignes, les marques, pour proposer le meilleur parcours digital notamment possible. Et ils influencent aussi leurs proches, que ce soit dans leur cercle familial, social ou autre, avec justement ces nouvelles manières de consommer, avec cette manière de consommer notamment en e-commerce. Qu'est-ce qu'on observe finalement en e-commerce qui change dans les générations les plus âgées ? Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des secteurs en fait qui sont on va dire traditionnellement plus typés sur la jeunesse. Je pense par exemple à tout ce qui est streaming musical, streaming vidéo. La croissance chez les seniors est beaucoup plus forte que la croissance globale des Français. Alors je te donne quelques chiffres, Cyril. Dans le streaming musical au global, on est à plus 15 pour les Français. Pour les seniors, on est à plus 22%. Donc 7 points de différence, en fait 7 points au-delà de la moyenne française. C'est un rattrapage ? Il y a l'effet de rattrapage, effectivement, mais il y a aussi vraiment, on le voit, il y a de nouveaux consommateurs qui s'y mettent. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on voit ces habitudes de consommation. On reviendra peut-être sur les comportements d'achat. Un petit mot sur les secteurs. Tu le disais, en fait, dans l'introduction du baromètre, il y a pas les mêmes croissances selon les secteurs. Finalement, on découvre à la lecture du baromètre que le tourisme, tu parles d'évasion, non ? Comment c'est Oui, tout à fait. Effectivement, le tourisme progresse encore en 2024. Alors, les dépenses sont en augmentation. Ça vient effectivement de l'inflation, même si l'inflation est en reflux, mais c'est aussi dû à cet effet de revanche touristique qu'on a observé post-Covid et qui perdure et voire même se renforce encore année après année finalement. Avec les secteurs de la beauté, les secteurs de la culture, des loisirs, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est la cosmétique, effectivement, à le vent en poupe. Les formations aussi, les formations dont les dépenses sont en augmentation de 13%. Ça, c'est un secteur, en fait, qui profite pas mal de tout ce qui se passe en ligne, sur les réseaux sociaux notamment, avec le succès, le boom des masterclass en ligne. 3/4 des dépenses de ce secteur formation sont réalisées sur Internet. Et alors le commerce physique dans tout ça, avant que je puisse passer la parole à Johan, parce que là on est multisectoriel. Alors oui, là on a vu des secteurs qui ont le vent en poupe, on a des secteurs qui marquent le pas, je pense à l'alimentaire par exemple, avec des dépenses qui stagnent dans les enseignes traditionnelles et qui sont même en recul dans le discount alimentaire.
Ouais, ça c'est surprenant. Moins 2%, ouais, c'est la première année là. Tu dois observer que par ailleurs, dans le discount, les actions autres normales et ces enseignes-là, on n'entend parler que d'eux. Ils doivent bien fonctionner, non? Le discount de produits. Alors, effectivement, ce que nous, on appelle le discount non alimentaire ou généraliste, gagne encore du terrain en 2024 avec des dépenses en augmentation de 8%. Et les CSP+, ne sont pas en reste. Donc, c'est vraiment un secteur qui touche tout le monde, qui a conquis toutes les tranches d'âge, on l'a vu, et toutes les catégories socio-professionnelles. Là où, en face, les enseignes traditionnelles de bricolage, aménagement de l'intérieur, souffrent avec des dépenses en recul de 3%. Donc un différentiel moins 3, plus 8 pour le discount justement généraliste. Vous arrivez dans votre baromètre à faire la différence des dépenses online versus offline? Tout à fait. Et quand on n'est que sur du offline, on observe quoi? Quand on est juste sur les dépenses dans les commerces physiques, ça croît encore? On est sur quelque chose qui stagne? Alors les dépenses, effectivement, ce qu'on disait dans les commerces physiques, augmentent de 1,7. Donc ça reste positif puisque supérieur à l'inflation. Les dépenses ont progressé plus vite que les prix en fait. Donc c'est pour ça que nous on parle au global d'une consommation qui reprend des couleurs, mais c'est fortement tiré à la hausse par Internet en 2024. Johan, Internet, c'est exclu finalement du panel de l'Alliance ou pas? On a aussi une visibilité sur ce qui se fait sur Internet avec des résultats qui vont recouper un peu ce qu'a dit Myriam, mais chez nous, en tout cas, pour le profil de nos entreprises, un web qui est en recul. En fait, si je reprends le magasin physique en 2024, on est plutôt parvenu à stabiliser notre activité. On est quasiment à l'équilibre, on est à moins 0,1% sur 2024. En magasin, ce qui est une excellente nouvelle, je le disais, après 4 années extrêmement difficiles. On se souvient, les 2 années de Covid, on a été fermé 7 mois quand même, on a été qualifié de non essentiel. Après toute cette vague inflationniste qui a véritablement pesé sur les arbitrages de consommation. Juste un chiffre, dans notre secteur de la mode, on est passé à 1995 où ça représentait 6% du budget des Français, à aujourd'hui où ça représente plus que 3%. Donc on voit bien qu'on a divisé par 2 la part du budget des Français dédié à l'habillement, parce qu'il y a une telle pression des dépenses obligatoires, santé, logement, qui font que ces arbitrages-là ont été très défavorables à notre secteur. Donc quand même, malgré tout, après ces 4 années de crise, ça fait même 10 ans que le marché est en baisse, mais vraiment avec ces 4 dernières années extrêmement difficiles, on estime que nous, on relève la tête. C'est-à-dire en 2024, on stabilise notre activité, ce qui n'est pas exceptionnel, mais néanmoins, on a l'impression qu'on a touché peut-être un plancher et qu'on est sur une année rebond. Et on espère véritablement en 2025, on y reviendra, aller chercher maintenant de la croissance. Mais donc, une activité qui se stabilise, avec un trafic qui revient aussi en magasin. Sur l'année, en termes de trafic, on est à moins 0,5, mais en fait avec 2 périodes bien distinctes dans l'année. Un premier semestre qui a été très mauvais et un deuxième semestre où on a un trafic de plus de 2% en magasin, donc qui revient dans les magasins avec une activité plutôt favorable sur ce second semestre. Donc en effet, on termine en disant le magasin physique est pas mort, il a encore toute sa place dans l'expérience d'achat. On y croit, on y reviendra, il faut qu'il se transforme, il faut qu'il propose tous les services adéquats, mais en tout cas, on a une activité en magasin physique qui se stabilise et en face, à l'inverse peut-être de ce qu'on voit dans le panel, on y reviendra, je pense que c'est la grande différence. Nous, on a plutôt sur les acteurs traditionnels omnicanaux un recul du web, puisqu'on est à moins 3,7 en 2024 sur le web. Ça montre certainement 2 choses. D'abord, un peu un retour à la normale, parce qu'il faut dire que durant la crise, lorsque nos magasins ont été fermés, durant la crise Covid, nos magasins ont été fermés et donc on a beaucoup investi dans le digital. On avait un digital qui faisait plus 70% par rapport à ce qu'il faisait avant Covid. On pouvait partir loin. On partait très loin. Et il y a eu une forte demande, nos magasins étant fermés, on a investi à fond sur le web et donc on est arrivé à plus 70 par rapport à 2019. Donc on est un peu, on va dire, un retour à la normale par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et puis il y a quand même une concurrence sur Internet qu'on ne voit pas nous dans notre panel, mais qui marche bien et qui prend des parts de marché aux acteurs traditionnels. Donc c'est probable
que sur des acteurs omnicanaux qui partent du retail physique, on soit sur un web à moins 3,7. Mais en effet, je veux bien croire, comme le dit Myriam, que le web dans son entier, quand on ajoute les plateformes, y compris les plateformes internationales surtout, on est sur un web qui est beaucoup plus dynamique. Dans quelle mesure l'omnicanalité est une réalité auprès des membres de l'Alliance du commerce ? Est-ce qu'on parle finalement de l'encaissement online ? Est-ce qu'on peut finalement estimer le rôle du digital dans le parcours d'achat ? Je m'explique. De plus en plus de consommateurs préparent online leurs achats, se rendent en magasin pour pouvoir le concrétiser. Je pense que tout le monde se reconnaît dans cette façon de faire. L'encaissement, il est en magasin, il n'est pas online, mais pourtant le online a contribué finalement à concrétiser la vente. Ouais. Oui, et vous avez aussi en sens inverse, c'est-à-dire des gens qui viennent dans le magasin, qui repèrent un produit, mais il n'y a pas la couleur, il n'y a pas la bonne taille, et vous rentrez chez vous et vous le commandez sur Internet, voire même le vendeur en magasin peut vous le commander sur Internet et le faire livrer chez vous. Donc aujourd'hui, les parcours d'achat sont totalement croisés, et on n'a pas un client qui serait spécifiquement en magasin et un client qui est spécifiquement en web. Aujourd'hui, tous les parcours sont croisés. Ce qui est quand même intéressant, on a interrogé les Français avec Via Voice là, au mois de décembre, dans le cadre de la préparation de notre bilan, et on voit quand même un attachement des Français assez fort au magasin. Quand on les interroge sur où faites-vous vos achats en général, c'était 3/4 en magasin, 25% sur le web. Donc on voit quand même que le magasin garde sa place. Hein. Il faut se le dire, c'est pas la même chose dans tous les autres pays européens. On a des pays au UK où le web est beaucoup plus proche des 40%, dans d'autres pays aussi. Donc on sent qu'en France aujourd'hui, on est aux alentours de 25% de consommation web. Voilà. Ça va certainement croître encore un peu, mais à mon avis, on n'atteindra pas quand même les sommets de d'autres pays. On sent que le magasin garde sa place, une place extrêmement importante. Et quand on parle spécifiquement commerce de mode, c'est 90% des Français qui fréquentent leur commerce de mode, 35% au moins une fois par mois. Donc on voit que la volonté d'aller en magasin, de faire du shopping, de retrouver ce plaisir un peu qu'on avait perdu ces dernières années, on le retrouve et c'est extrêmement bénéfique pour nos activités. Et Myriam, et de ton côté, tu constates la même chose que Johan ? Alors effectivement, au global, on voit que 1 euro sur 4 dans le prêt-à-porter est dépensé sur Internet. C'est la même proportion, hein. Tu parlais de 25%. Ça, c'est le prêt-à-porter dans son ensemble, en fait. On a aussi un secteur le secteur de la fast fashion, et y compris ultra fast fashion, hein, typiquement certaines plateformes chinoises, en fait. Là, pour le coup, la part est vraiment équivalente entre les magasins et l'e-commerce. Alors, on vient vraiment de passer un cap là parce que e-commerce en fait passe même à 51% des dépenses dans la fast fashion et ultra fast fashion. Donc là on parle des Temu Shein, mais aussi des Zara, des H&M, c'est ça ? Tout à fait. Qui eux fonctionnent bien justement. Les enseignements 2024 par rapport à ce point précis, qu'est-ce que vous en tirez plus en détail ? La fast fashion augmente de 20%. Ça, c'est notre analyse en fait en 2024. Donc, c'est tout type de génération. Tout type de CSP. Tout à fait. En fait, on a vu un glissement. Hein. Nous, notre profondeur d'historique, remonte à 2019. Ce qu'on voyait, en fait, c'est assez intéressant. Sur la fast fashion, en fait, on a vu un vrai glissement de la tranche d'âge. C'est-à-dire qu'en 2019, en fait, on va dire que les moins de 35 ans, ça faisait 50% des dépenses. Là, en 2024, typiquement, on passe à 40-41%, en fait. Donc, on voit que c'est un marché qui explose. Et pour autant, ce qu'on appelle les trendsetters, ceux qui ont initié la tendance, en fait, ont influencé les générations moins jeunes, en fait, à consommer. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est bien toute tranche d'âge confondue. La croissance online, elle est tirée par ça aussi. Quand tu parles tout à l'heure j'ai oublié le chiffre que tu nous as donné sur la croissance du e-commerce. 7,4. Ouais, 7,4. C'est tiré par des acteurs comme ceux-là ? Oui, bien sûr. Donc c'est pas homogène sur tous les secteurs. Ceux-là, ils sont véritablement une locomotive. Tout à fait. Tout à fait. Et puis on a aussi des secteurs, on a parlé streaming musical précédemment, c'est un secteur qui est full digital en fait.
Donc certains secteurs qui continuent de performer et qui sont 100% digitaux tirent toute cette croissance du e-commerce vers le haut. Vous observez par ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, sur les secteurs de la maison, du bricolage, des chutes? Oui, tout à fait. Sur les enseignes traditionnelles, on est à moins 3% de dépenses, là où on est à plus 8% sur l'équivalent en discount. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. C'est pour faire écho effectivement à la fast fashion dans le prêt-à-porter par rapport aux enseignes traditionnelles. Il y a aussi dans tout ce secteur, ce grand secteur du prêt-à-porter, une tendance sur la seconde main. Je pense que c'est important, et Johan, c'est aussi un axe fort, en fait, un enjeu fort chez les consommateurs, donc obligatoirement fort chez les distributeurs. La seconde main, c'est plus 17% de dépenses en 2024. Donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et c'est sous-estimé. Et c'est sous-estimé parce qu'il y a plein de choses qui passent sous le radar. Tu le disais justement quand on a préparé l'émission. Typiquement, les ventes sur Vinted, il y a des cagnottes et l'argent reste dans les cagnottes pour être dépensé. Ça sur la plateforme. Sur la plateforme, et ça se voit pas. Donc on peut imaginer facilement que la seconde main, c'est quelque chose qui est sous-estimé. J'en profite pour retourner la question vers Johan. Myriam vient de nous parler de deux aspects fondamentaux pour le secteur que tu représentes. L'ultra fast fashion, les deux gros mots du moment, c'est Shein et Temu, et puis la seconde main. Ça, ce sont... Et on va aller après plus loin dans la troisième partie pour parler des stratégies gagnantes à venir. Mais finalement, en 2024, comment le commerce de mode perçoit ces environnements de marché que sont l'ultra fast fashion et la seconde main? Alors déjà, ce sont deux environnements que malheureusement on a beaucoup de mal à tracer dans notre panel, donc c'est très éclairant ce que peut nous dire Myriam sur cet aspect-là, parce que d'une part, sur les acteurs de l'ultra fast fashion, donc qui sont des plateformes asiatiques aujourd'hui, internationales, qui ne communiquent pas leurs chiffres, donc il faut qu'on les ait par d'autres biais. Donc merci aux cartes. C'est un vrai challenge, parce qu'on voit que ce sont des acteurs qui sont présents depuis quand même relativement peu longtemps. Si on parle de Temu, ça fait un an et demi. Shein, ça fait 4 ans, vraiment, qui commence un peu à prendre de la place. Et en 4 ans, on apprenait la semaine dernière 22% des colis de la Poste. 22% des colis de la Poste. Shein serait l'une des marques chez lesquelles les Français ont le plus dépensé en 2024. On voit qu'elles sont récentes et elles sont extrêmement agressives dans la prise de part de marché. Donc nous ne sommes pas contre la concurrence, au contraire, elle a toujours existé dans notre secteur, elle existera, elle pousse chacun à se transformer, mais là on est quand même face à une concurrence qui n'est plus loyale aujourd'hui. On a des acteurs qui profitent d'un dumping, quand on ne paie pas de droits de douane à l'entrée de l'Europe, c'est 4 milliards de colis qui sont envoyés chaque année en Europe et qui ne payent pas de droits de douane parce qu'en dessous du seuil de 150 euros, pardon, on n'est pas encore dollars. 150 euros. Et donc la concurrence est loyale dès la production, parce que les coûts de production ne respectent... Enfin, il n'y a pas les mêmes normes. Bien sûr. Alors, on s'interroge aussi, bien sûr, sur les normes sociales et la façon de les respecter. Et environnementales. Et normes environnementales sur les matières aussi qui sont sélectionnées. Voilà. Il y a quand même très peu d'efforts pour aller vers des matières un peu moins impactantes. Mais y compris quand une entreprise française importe depuis l'Asie, elle paye des droits de douane quand le container passe la douane. Là, Shein et Temu envoient des millions de colis chaque année qui ne payent aucun droit de douane, avec des entreprises qui sont souvent ou a priori quand même assez soutenues par leur État pour justement aller chercher des parts de marché à l'étranger. Donc ça, en effet, nous on dit au gouvernement français, on dit attention, parce que on n'est pas contre la concurrence. Oui, il y a une concurrence, mais faut-il encore qu'elle soit loyale, parce que le risque aujourd'hui qu'elle fait peser sur le commerce de mode, mais sur l'ensemble du commerce, Temu propose tous les produits, Shein pareil, le risque il est systémique, c'est-à-dire que pour la première fois, le commerce est délocalisable. On a vu partir notre industrie, demain on pourrait voir partir le commerce, et c'est déjà le cas dans de nombreuses villes. Et d'ailleurs, les réseaux, pour survivre aujourd'hui, parce qu'elles doivent investir dans le online, elles restructurent aussi leur réseau, on le voit. Donc il faut faire attention. Donc on dit par rapport à ces acteurs-là,
Oui, mais donnez-nous les mêmes règles du jeu, parce que si aujourd'hui ces deux entreprises avaient les mêmes règles du jeu que les entreprises nationales, elles ne survivraient pas. Voilà. Sur la seconde main, c'est une vraie attente qu'on a du mal aussi nous à tracer, mais c'est une vraie attente d'abord du consommateur, hein, pour des raisons d'inflationnisme et des raisons de prix. Hein, c'est quand même le prix, le premier driver d'achat, avant même les attentes ou les attentions environnementales. Alors moi je suis convaincu que face aux mastodontes que sont Vinted, le Bon Coin et autres, on a toute notre carte à jouer en tant qu'enseigne. Et il y a des enseignes qui développent aujourd'hui des offres de seconde main importantes. Je pense aux marques Sandro, Mage, Maison 1, 2, 3 dans le premium, Kiabi aussi, qui aujourd'hui fait de la seconde main en magasin et sur internet, des acteurs comme Jules. Enfin il y en a plein qui aujourd'hui développent une offre de seconde main. Voilà, c'est plus émergent qu'un Vinted, mais je pense qu'on a toute notre place en tant que marque de pouvoir d'abord réassurer notre client, parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez via Vinted à un particulier, vous ne savez pas comment le produit va arriver, il faut déjà que vous l'ameniez à la poste, il y a cet effort de logistique à faire. Quand on est une marque, on rachète le produit, on le remet en état, on apporte de la confiance à notre client, et donc je pense qu'on a toute notre place sur le marché de la seconde main, mais c'est vrai que c'est un challenge sur lequel il faut aller, et surtout sur lequel on doit aller en cherchant de la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous les modèles, on voit que toutes les enseignes qui se sont lancées pour le moment, elles peinent à trouver un modèle économique, parce que par rapport à une plateforme en C2C, hein, de consommateur à consommateur, qui n'est juste un intermédiaire, finalement, elle ne supporte aucun frais de logistique, aucun frais de remise en état. Quand nous, on joue notre rôle de commerçant, on a tous ces frais-là à aller chercher, avec des prix de vente qui sont quand même inférieurs à un prix de vente de neuf, et donc il faut arriver à trouver une équation économique qu'on n'a pas encore totalement trouvée. Donc c'est l'enjeu des prochaines années pour qu'on puisse véritablement prendre ce marché après le corps de la seconde main et qui est amené à croître. Il faut qu'on arrive à trouver un modèle de rentabilité, et c'est pas simple. Il y a une organisation de la filière qui est nécessaire à mettre en place aussi, puisque finalement, quand on fabrique des vêtements neufs, vouloir raccommoder ou remettre en état des vêtements usagés, c'est pas du tout les mêmes opérations. Non, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes opérations, d'autant plus que quand vos produits neufs sont produits à des milliers de kilomètres. Vous n'allez pas renvoyer un produit de seconde main pour le réparer ou le laver. Aucun sens écologique, aucun sens économique. Ça ne fonctionne pas. Non. Donc il faut d'abord que dès la conception du produit, on réfléchisse à des produits qui soient durables, donc qui soient de qualité. Il faut aussi, on voit que la seconde main, ça marche bien sur des produits qui ont de la valeur, qui avaient déjà de la valeur à l'achat et qui en ont de la valeur à la revente, parce qu'il faut quand même arriver à avoir un modèle. Donc il faut que votre produit soit de qualité, avec un prix qui lui permette d'avoir de la valeur. Et puis il faut qu'en France aussi, ça commence à se structurer, ce qu'on appelle un peu des hubs de reconditionnement, en fait, où quand moi, client, je veux rendre mon produit de seconde main à mon enseigne, en fait, généralement, elle sous-traite à un hub de reconditionnement qui reprend le produit, qui le remet en état, qui le relave s'il y a besoin, qui peut le réparer s'il y a besoin, avant de le remettre en vente. Et ce sont toutes ces opérations logistiques qui, en fait, coûtent beaucoup. Et donc, il faut qu'on industrialise ces process. Plus il y aura de volume et plus on arrivera à écraser un peu les coûts. Donc voilà, pour aller chercher de la rentabilité. Mais c'est quand même pas simple sur des produits qui ont moins de valeur que des produits de première main. En termes de valeur, il y a un événement qu'on a eu, c'est les JO. Myriam, comment vous avez analysé cet événement-là? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Je poserai la question à Johan après. Alors au sens économique du terme, j'imagine, pas au sens médaille. Sur ces JO, nous on a vu une vraie manne touristique, vraiment un afflux de touristes supplémentaires par rapport aux années précédentes. C'est qui les touristes qui viennent le plus dépenser en France? Bon, traditionnellement, les pays limitrophes sont les plus nombreux. Les Américains, les Chinois et autres. On a vu des nationalités qu'on a moins l'habitude de voir peut-être. Les Turcs étaient en augmentation de 40%, beaucoup plus de Brésiliens, de Colombiens sur cette même tendance, plus 40%, tu vois. Je pense que c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un vrai succès en fait sur la scène internationale. Après,
Déjà sur l'aspect touristique, on va voir ce que ça donne dans les prochaines années, puisque ce sont les années qui suivent l'événement, normalement, sur lesquelles on doit constater justement ces retombées économiques. On l'a un petit peu constaté, l'INSEE a publié la semaine dernière les résultats de la croissance française en disant qu'elle était finalement en négative sur le dernier trimestre, expliquant que c'est par un effet de comparaison au troisième trimestre et que le troisième trimestre avait finalement bénéficié de l'effet JO, donc par effet de comparaison avoir moins 0,1% au quatrième trimestre, c'était un retour entre guillemets à la normale. Les secteurs qui en ont bénéficié le plus, c'est quoi, l'hôtellerie, la restauration? Est-ce que c'est finalement concentré à Paris? Est-ce qu'il y a eu un effet halo sur l'ensemble du territoire? Dans la mesure où Paris est déjà la première destination touristique du monde, ça s'est surtout fait sentir aux abords des stades. Nous on l'a vu, il y avait des dépenses en augmentation dans les restaurants, mais ça a été très ciblé autour des endroits où il y avait des épreuves. Et d'ailleurs, cette consommation dans les restaurants, elle est assez stagnante en fait en 2024. Et nous, on pense même qu'elle a été vraiment tirée à la hausse, en tout cas maintenue grâce à Paris 2024. Au global, les dépenses dans la restauration, c'est plus 3%, et plus 5% dans la restauration rapide. Ça comprend à la fois tout ce qui est fast-food, mais street food, snacking. Voilà, donc... c'est eux les acteurs qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. L'hôtellerie, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça. Alors, l'hôtellerie, en fait, nous, on a du mal à voir les dépenses des touristes étrangers quand ils préparent leur voyage avant de venir. Donc, on voit quand ils sont là, grâce à nos commerçants, en fait, avec leurs terminaux de paiement dans le monde physique. Donc c'est en ça où on a vu vraiment cet afflux de touristes supplémentaires. Et c'est aussi des touristes français qui voyagent de plus en plus avec des transactions en augmentation de 7%. Tu vois, sur tout ce qui est plateforme de voyage, hôtel, compagnie aérienne. Donc Paris 2024 aussi a dynamisé en fait. On n'est pas tous restés chez nous en fait pour regarder les JO. En tout cas, on a voulu bouger, peut-être même venir à Paris et aussi voyager à l'étranger. Les touristes français à l'étranger sont en augmentation de 4% en 2024. Donc tout à l'heure, on parlait de revanche touristique. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, effectivement. Merci pour ces éléments d'analyse et de compréhension. Je me tourne vers toi, Johan. Forcément, pour qui est parisien, on vit à Paris ou est passé à Paris, on a vu les contraintes de déplacement qu'on a un peu subies dans la capitale. On a entendu beaucoup les commerçants pointer les effets négatifs des barrières qu'il pouvait y avoir, du géobashing qui a eu aussi. J'ai fait partie de ces Parisiens qui ont voulu prendre la tangente pour éviter le capharnaüm dans la ville. Finalement, les JO ont été une réussite. Je crois qu'on est tous unanimes sur ça. Qu'en est-il pour les commerces de mode pendant cette période ? Oui, on a tous voulu partir et puis finalement on voulait re-rentrer pour rattraper ce qu'on avait manqué parce que c'était quand même un formidable événement. Comme l'a dit Myriam, il y a eu beaucoup de touristes, on les a vus, ils ne sont pas rentrés forcément dans nos magasins, c'est certain. Nous on a senti un très fort ralentissement du tourisme en fait dès le début du mois de juin, c'est-à-dire dès le début des premières installations dans Paris, à la fois une baisse du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs qui savait que Paris déjà allait se transformer, donc tous les tours opérateurs avaient limiter leur venue. Les franciliens ne venaient plus à Paris parce que ça devenait extrêmement difficile de se déplacer. Donc en fait, entre le mois de juin et fin septembre, on a véritablement observé une baisse de la croissance d'activité sur Paris. En gros, il y a un retard d'activité de 10 points entre Paris et le reste de la France sur cette période entre juin et septembre, avec des acteurs qui sont allés jusqu'à moins 20 durant les périodes des JO au plus fort de l'événement. Donc extrêmement marquant pour beaucoup d'acteurs qui étaient un peu stressés au début du mois de septembre. À la fin de l'année, ça allait mieux,
parce qu'on a eu quand même un véritable rebond. On a senti un rebond sur Paris, en tout cas du mois d'octobre jusqu'à décembre. On faisait mieux que le reste de l'activité au national. C'était plus 7 points de croissance entre Paris et le national sur ce dernier trimestre. Donc on voit bien un rebond du tourisme, une facilité de se déplacer qui est revenue à Paris. Donc oui, aujourd'hui on est plutôt optimiste que cet événement a donné quand même une image formidable de Paris, et donc on espère beaucoup sur le tourisme en 2025. Il y a eu beaucoup d'Américains sur cette fin d'année, avec des pouvoirs d'achat qui sont importants. Donc on est plutôt optimiste sur le volet touristique pour 2025. J'ouvre une parenthèse parce qu'en fait, on en a parlé avant qu'on enregistre, et qui est une réalité du commerce de mode, c'est la sensibilité à la météo. Le troisième trimestre a été quelque peu pluvieux, et on sait qu'une mauvaise météo en hiver, ça va venir aider les commerces de mode. Tu confirmes que c'est aussi un élément conjoncturel qui est venu dynamiser l'activité, ou c'est une fausse interprétation ? Non, ça l'a dynamisé. En fait, tout dépend quand il pleut. Il faut qu'il pleuve au bon moment. Et il a plu au bon moment dès le début du mois de septembre. On a eu un automne très précoce, finalement, par rapport à l'année passée où il avait fait 35 degrés jusqu'à la moitié du mois d'octobre. Donc, en effet, ça a très fortement poussé sur le mois de septembre. On a fait plus 24% d'activité au mois de septembre. Donc, ça a poussé notre collection automne-hiver. À l'inverse, on avait eu un premier semestre extrêmement compliqué, car extrêmement pluvieux, un printemps très peu ensoleillé. Donc là, on a vraiment eu une activité en recul. C'est pas nouveau que la mode est très climato-sensible, on va dire. Mais ça pousse quand même les enseignes à une agilité d'autant plus forte dans leur approvisionnement. C'est-à-dire, attention à ne pas acheter trop en début de saison, parce que vous ne saurez pas, et de moins en moins, ce que la saison va donner. Donc, il faut garder une capacité de réassort et d'agilité en cours de saison pour justement faire face à tous ces effets de conjoncture qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent influer fortement sur votre activité en plein cours de la collection. C'est sûr que le streaming n'est pas sujet à ces mêmes conditions météo. Myriam, dans le rapport, si je l'ai bien lu, il y a 7 recommandations qui sont rédigées, détaillées, justifiées sur finalement les actions que les commerçants peuvent mettre en œuvre en 2025. C'est la 3e partie de notre conversation. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Je ne sais pas si tu veux en faire une liste, mais dis-moi au moins les grandes recommandations. Oui, cette stratégie qui ont marqué des points en 2024. Voilà, c'est comme ça vraiment que je l'indiquerai. La 7e va vous surprendre. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil, ceux qui ont la ref. Oui, on peut les passer en revue. Je pense qu'on en a déjà parlé finalement en filigrane tous les trois là jusqu'ici. Déjà l'offre discount. On voit que ce côté promotion est un vrai facteur clé, un déclenchement de l'acte d'achat. Le prix, on en a parlé, t'en parlais. Il y a le discount et la promotion. Alors là, je vais dire, le discount, c'est la promotion au global, et certains magasins en font leur cœur de métier, les discounters. Mais dans les GSA, tu peux très bien avoir des têtes de gondole avec la promo. Donc la promo, c'est pour ça que je parle du discount, mais de la promo en général, au global, la promo, c'est la bonne affaire. Je pense que c'est aussi un des drivers, un des facteurs importants dans la seconde main. Moi, alors je traverse, j'habite Paris, je traverse quelques terrasses, le nombre de fois, mais je l'ai eu sur Vinted. Voilà, il y a une fierté aussi à trouver en fait au meilleur prix. Voilà, la promo, la bonne affaire. D'accord, donc ça c'est une stratégie forte. Je pense que les commerçants qui s'en sont mieux tirés en 2024 ont mis en œuvre. Après, il y a les prix en eux-mêmes. Et là, typiquement, rogner sur ces prix, c'est l'exemple des GSA, des grandes surfaces d'alimentation traditionnelles, qui ont été challengées par la montée en puissance de tout le discount alimentaire, et qui ont limité, contenu, en fait, voire revu à la baisse certains des prix de leurs produits, en fait, et l'ont fait savoir aussi, ce qui marque une meilleure performance d'ailleurs que le discount alimentaire en 2024. Donc la sensibilité au prix qui est là,
et qui est toujours là avec les promotions. Donc il y a les promos, effectivement, les prix en eux-mêmes, l'e-commerce aussi, qui est un canal pour faire valoir ses prix. C'est plus facile de comparer différents produits de son canapé que de se remonter à tout le boulevard je ne sais lequel, mais voilà, il y a aussi une praticité en fait dans l'e-commerce. Ça existe encore des commerçants qui ne proposent pas de e-commerce. Ouais, ok, 3 petits points. Pas chez nous. Pas chez nous. Non, maintenant ils sont tous après, il faut être bon. En ligne. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait. Parce que quand tout le monde est sur Internet, sinon c'est que vous n'avez pas compris. C'est l'aspect sans couture, finalement, de l'omnicanalité qui est gage de stratégie gagnante. Pouvoir avoir ce parcours d'achat très fluide entre le monde physique et le monde digital. Oui, tout à fait. Une vitrine web aujourd'hui, c'est le minimum. Et après, effectivement, aller vers du transactionnel le plus rapidement possible, effectivement. Les stratégies gagnantes dans le commerce physique, finalement, sur la base de ce qui s'est fait en 2024, de la stabilité, malgré une année coupée en deux, tu l'as dit, Johan, avec un premier semestre qui était quand même largement plus difficile, un second qui s'est révélé être bien meilleur, avec en transition des deux ces JO qui ont eu un impact. Myriam le disait, effectivement, toi aussi tu le soulignais, l'omnicanalité est un point, mais c'est quoi la suite ? C'est quoi en 2025 plus que des promotions ou plus que de la seconde main ? La promotion quand même reste, enfin le prix. On sait que nous, c'est le premier critère d'achat. C'était encore ce qu'on a vu dans notre enquête du mois de décembre. Ça reste le premier critère d'achat et de loin pour les clients. On estime, nous, qu'en moyenne, c'est 44% des volumes qui sont vendus en promotion sur toute l'année. Donc, on n'est même plus... la promotion, c'est pas simplement le mois de janvier pour les soldes ou même le Black Friday au mois de novembre. C'est toute l'année, on estime qu'il y a 44% des volumes qui sont vendus en promotion. Donc, c'est extrêmement important, avec des phases promotionnelles qui ont pris de l'importance. On parlait du Black Friday, aujourd'hui c'est autant que les soldes en termes de promotion, donc ça reste très très fort. Et on l'a vu sur 2024, ce qui a vraiment tiré le marché, c'est des produits dits grand public, pour nous, donc de l'entrée de gamme et du mass market, qui étaient à environ plus 1%, alors que les produits premium sont plutôt en recul de moins 2. Donc on voit quand même que cette sensibilité au prix dans une phase inflationniste, même si l'inflation décélère, ça reste quand même extrêmement Je me permets de faire une petite coupure dans ta réponse, excuse-moi Johan, mais Myriam, sur le premium, vous vous faites le même constat sur le premium, le luxe, une baisse Oui, alors le premium pour autant est une stratégie gagnante en 2024 si on pense voyage tourisme. Dans ce secteur en fait qui a plutôt le vent en poupe, le tourisme, on l'a vu, je vais prendre l'exemple des villages vacances. Typiquement, les dépenses elles sont en hausse de 9%, ok, mais de 13% pour les CSP+. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces 4 points qui font la différence des CSP+? C'est tout un panel de services personnalisés, des options. C'est-à-dire qu'on va réserver un séjour de base, mais on va prendre en plus une excursion, le spa, le barbecue, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et justement, donc, c'est bien dans ce que je dis, dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc en fait, il y a ce côté, je prends certes une offre, je vais aller challenger peut-être une offre basique, mais je vais aller rajouter stratégie d'upsell pour le commerçant. Une fois que le client est ferré, on va lui vendre des options. Donc c'est vraiment la premiumisation qui peut aussi dans certains... Non mais c'est intéressant finalement parce que Johan, ce qu'on observe, c'est qu'il y a peut-être un glissement des habitudes de consommation. Le premium est toujours finalement plébiscité, mais peut-être plus de la même façon pour les vêtements et davantage pour les services. Oui, c'est certain. Et puis, on a quand même un premium qui a eu tendance à augmenter ses prix, un peu comme le luxe ces dernières années. Or, on voit quand même à la fois les marchés à l'export se sont restreints, on va dire. L'Asie, pour beaucoup de marques, y compris françaises, premium,
exportent énormément. Donc quand les pays étrangers freinent, ça a un impact sur les entreprises, et y compris en France. C'est-à-dire si les prix augmentent sans que la qualité soit au rendez-vous, sans qu'on apporte quelque chose en plus à notre client, en effet, le client peut choisir de dépenser, d'arbitrer et de dépenser dans les loisirs ou dans d'autres formes de consommation. Donc il faut quand même, et d'ailleurs c'est marrant parce que quand on interroge aussi les clients, ce qu'ils font ressortir et ce qu'ils attendent d'un commerce, c'est le rapport qualité-prix. C'est ça le premier indicateur. Donc on voit bien qu'il faut quand même que si votre prix augmente, il faut que votre produit ait de la valeur et dise quelque chose. Donc c'est ça, c'est ce rapport qualité-prix qu'il faut arriver à conserver. Bon, moi je dirais ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir dans un monde où de toute façon il y a une course au petit prix et il y aura toujours meilleur que vous sur le petit prix. Aujourd'hui, il faut arriver peut-être à revenir au basique, c'est-à-dire déjà dans le magasin à avoir le bon produit au bon moment, le bon service en magasin, et reparler aussi de notre produit. Il faut qu'on revalorise notre produit, parce que si on ne parle que du prix, il faut parler du prix parce que le consommateur en veut, mais on n'est pas seul à parler du prix. Et malheureusement, dans cette course-là, on risque de perdre. Donc il faut arriver à se différencier par le produit, par son style, et peut-être que dans un moment où la mode, il y avait aussi énormément d'acteurs, il y avait une forme d'uniformisation de tous les acteurs, il faut que chacun retrouve un peu ce qui fait son ADN, son aspérité, pour arriver à sortir du lot face à quand même une offre qui reste extrêmement importante sur le marché. Et je rebondis sur ce que tu dis, finalement le point de vente c'est aussi un lieu d'expérience. Est-ce que les magasins, les enseignes de mode doivent réinventer un peu le concept? Et je vais illustrer mon propos par quelque chose que j'ai moi-même observé en tant que consommateur, et peut-être vous-même l'avez fait à Paris. En face du Montmarché, il y a un Zara Home. Chez Zara Home, on achète évidemment des produits pour la maison, mais aussi des vêtements, et finalement, on se promène dans quelque chose qui ressemble à rien d'autre. Et tu aurais pu ajouter, on y prend aussi un café. Et on y prend un café, exactement. Donc c'est aussi un lieu social où on peut juste entrer, se promener, s'arrêter pour passer un moment, prendre un café. Oui, c'est en tout cas une forme d'expérience qui fonctionne quand on a une superficie quand même qui le permet, parce qu'il faut quand même accueillir tous ces espaces. Mais oui, il faut... J'aurais pu citer Cézanne, hein. Oui, alors elle a quand même assez peu d'implantation physique encore, Cézanne. Ça reste quand même un modèle essentiellement online, mais qui arrive à créer une communauté, en fait, c'est ça. Quand tu vois la queue dans la rue des clientes qui patientent pour rentrer dans les appartements, bien sûr. Ils appellent pas ça des magasins, mais des appartements. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette recherche de concepts un peu novateurs dans la façon de faire vivre l'expérience en magasin. Oui, et de créer, c'est ce que fait très bien Cézanne, d'arriver à créer une communauté qui finalement va partager entre elles sur le produit, mais peut-être sur d'autres activités, leur hobby, leur sport préféré. Enfin, c'est comment on arrive à créer une communauté autour de la marque, autour des valeurs de la marque, qui fait que votre client sera fidèle et vous suivra, que ce soit d'ailleurs en magasin ou sur Internet. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que pour être fort sur le online, pour être très présent sur les réseaux sociaux, ça coûte quand même de plus en plus cher en recrutement client aujourd'hui. Le référencement, l'acquisition coûte de plus en plus cher. Donc, si on ne peut pas acquérir, il faut qu'on fidélise au maximum. Et les fidéliser, c'est ça, c'est créer les bons services, leur créer une communauté qui va faire que le client, finalement, vous sera fidèle. Exactement, et en termes de fidélisation, et quand on lit cette question-là à celui du business model, Myriam, est-ce que finalement vous arrivez à voir au travers du baromètre ce que peut représenter les abonnements? Est-ce que c'est quelque chose qui vient aussi chercher la fidélisation? Alors, effectivement, ce qu'on voit, nous, avec le baromètre BPCE, c'est que la stratégie d'abonnement est une bonne stratégie, effectivement, pour fidéliser. J'enfonce évidemment une porte ouverte, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit certains types d'abonnements. Je vais revenir sur les plateformes musicales. Les plateformes musicales, en fait, aujourd'hui, ça a augmenté de manière phénoménale parce que le panier a augmenté. Il est passé de 10 à 17 euros
de 2021 à 2024, le panier moyen sur les plateformes de streaming musical. Donc c'est bien par tous les services personnalisés, les playlists partagées en fait, et voilà, à un moment on va prendre un abonnement, et c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est créer une communauté engagée en fait sur des valeurs, alors là on parle plateforme musicale, ça va être sur la qualité, sur peut-être des répertoires plus de niche, des catalogues plus de niche. Donc, et une fois qu'on est engagé, là, aujourd'hui, sur le streaming musical, on y reste, en fait, malgré la hausse de l'abonnement. Et c'est là, d'ailleurs, où ça a un impact sur les autres types de consommation, parce que finalement, cet abonnement que vous avez pris un jour et qui vous plaît et que vous voulez garder et qui augmente automatiquement, vous n'allez pas vous désabonner parce que votre pratique de consommation, elle passe par là aujourd'hui. Mais la part de budget que vous allouez à cet abonnement autre, on va dire, c'est autant d'argent que vous ne mettez plus dans le vêtement ou dans d'autres secteurs. Donc c'est pour ça qu'on ne met plus dans les CD. Oui, que vous ne mettez plus dans les CD, mais est-ce que un abonnement à une plateforme de streaming, on va dire de 15 € par mois, est-ce que avant vous dépensiez 180 € en CD par mois, tout le monde, par an, tout le monde, je pense pas finalement. Donc, alors peut-être pour ceux qui écoutaient le plus, mais finalement que tout le monde ait autant de, donc c'est quand même aujourd'hui. Et puis il y a le téléphone qui vient s'ajouter à ça, donc tous les arbitrages de consommation, le streaming vidéo, effectivement. Le streaming vidéo, donc tout le. Pour certains, ça devient, en tout cas pour tout ce qui est fournisseur d'accès à Internet, comme des dépenses incompressibles. Il y a les abonnements aussi sur les produits. On a un abonnement chez Monoprix, par exemple, où on a une carte de feed qui nous donne 10 €, 10% de réduction sur l'alimentaire. On a un abonnement chez Amazon pour bénéficier de la livraison plus rapide. Finalement, l'abonnement n'est pas que lié forcément à un service digital, mais il s'élargit. On peut même aujourd'hui avoir des abonnements de location de vêtements. Oui, c'est vrai. Alors ça reste quand même une offre émergente aussi pour tous ces coûts, pour toutes ces questions d'abord d'habitude de consommation. On n'est pas, c'est beaucoup moins répandu que la seconde main quand même aujourd'hui. Et puis il y a aussi là une question de modèle économique encore plus fort, parce que quand vous êtes abonné à des vêtements que vous gardez un mois, que vous renvoyez à la marque pour faire, donc voilà, il y a quand même tous ces coûts-là, donc il faut trouver le bon modèle. Je sais que ça existe dans la chaussure, vous avez des marques telles que Bocage aujourd'hui qui a trouvé un modèle assez intéressant avec un abonnement de chaussures, puis vous renvoyez, une fois que vous arrêtez votre abonnement, la paire de chaussures est ramenée dans une usine en France qui remet en état la chaussure et qui le revend après sur le marché de la seconde main. Donc il y a des modèles quand même qui existent, il y a des possibilités, mais ça reste quand même encore émergent dans notre secteur. Écoutez, merci beaucoup pour cette conversation. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on a passé l'heure d'enregistrement. Merci beaucoup pour toutes ces insights. Moi, je retiens finalement de vos propos qu'il y a un message positif et d'encouragement pour 2025 avec une consommation qui est quand même soutenue, qui, même dans le commerce physique, on est ambitieux finalement pour l'année à venir, avec finalement une lumière multisectorielle qui nous est apportée par Myriam et le baromètre BPCE. Je tiens à vous remercier. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un dernier mot ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose de fondamental dans notre échange, ou alors on a à peu près fait le tour ? Non, tout est très bien, merci beaucoup. Si on a une chose à retenir, on va dire, c'est notre optimisme prudent pour 2025, avec l'idée vraiment qu'après quelques années de crise, le commerce de mode relève la tête et on espère qu'il puisse aller chercher de la croissance, parce qu'il ne faut jamais oublier que le commerce, c'est bien sûr une activité économique, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Et donc souhaitons à tous les commerces une bonne année 2025 en tout cas. Myriam, allez, tu as le mot de la fin. Donc, à moi le mot de la fin. Merci Johan en tout cas, et merci Cyril pour cet échange. Le mot de la fin, effectivement, la consommation a repris des couleurs en 2024. Nous allons être attentifs en fait à ces nouvelles tendances en 2025. Et pour garder l'esprit positif. Et pour garder l'esprit positif, en fait, un dernier mot peut-être sur la solidarité des Français en 2024, ce que nous avons observé. Oui. En novembre, en fait, on aurait publié en novembre, on aurait dit que 2024, la solidarité était en berne. Décembre a tout changé. Et 2024, c'est plus de donateurs et des donateurs plus généreux.
Tu parles là effectivement du don aux associations, du don en général pour des organismes caritatifs, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Des donateurs donc en augmentation de 10%. 10% de nouveaux donateurs et des dons en augmentation de 17%. C'est décembre qui a vraiment fait changer la tendance de l'année 2024. Et ben je trouve super de terminer sur un mot comme celui-là. Merci mes chers auditeurs pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur l'Alliance du commerce et sur le baromètre BPCE, vous pouvez éventuellement contacter via LinkedIn, je pense que c'est le bon moyen. Mes deux invités, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi passer par moi. Je me ferai le relais auprès d'eux si nécessaire. Merci à Comexposium et au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Johan, Myriam, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, à très vite.